J'ai, comme l'empereur Napoléon Ier, bien des conquêtes à faire. Je veux conquérir à l'aisance cette partie si nombreuse de la population qui, au sein de la terre la plus fertile du monde, peut à peine jouir des produits de première nécessité. Nous avons d'immenses territoires incultes à défricher, des routes à ouvrir, des ports à creuser, des rivières à rendre navigables, des canaux à terminer, notre réseau de chemins de fer à compléter. Nous avons en face de Marseille un vaste royaume à assimiler à la France. Nous avons nos grands ports de l'Ouest à rapprocher du continent américain par la rapidité de ces communications qui nous manquent encore. C'est par ces mots que le président Louis-Napoléon Bonaparte annonce à Bordeaux, le 9 octobre 1852, le prochain rétablissement de l'Empire à son profit. En mettant délibérément l'accent sur les questions économiques, il souligne que le Second Empire doit procurer la prospérité matérielle à la France, comme le premier, celui de son oncle, lui a apporté la gloire militaire. Napoléon III, ça a été dit tout à l'heure par le gouverneur, est le premier chef d'État d'envergure à donner une telle importance à l'économie. Alors, dans le temps imparti, je tenterai de répondre à deux séries de questions de part et d'autre de l'avènement au trône impérial. D'abord, quelles sont ses idées économiques, d'où viennent-elles et quel but leur assigne-t-il? Ensuite, s'efforce-t-il de les mettre réellement en œuvre et si oui, selon quelles modalités et avec quelles inflexions? Dans un régime personnel comme le Second Empire, et avec un titre comme celui que nous avons donné à notre colloque, vous ne serez pas surpris de me voir aborder dans cette communication la quasi-totalité des thèmes évoqués au cours de nos deux journées. J'appelle donc par avance votre indulgence, car je ne vais pas entrer dans le fond des réalisations, ni chercher à en évaluer les résultats, pour me concentrer en revanche sur leur origine d'une part, et sur la confrontation entre les idées et leurs pratiques d'autre part. Deux parties donc, l'action en pensée d'abord, et puis dans un deuxième temps, la pensée en action. L'action en pensée. Durant ses jeunes années, Louis-Napoléon découvre l'œuvre de son oncle par le récit que lui en font principalement sa mère, la reine Hortense, et son oncle Eugène de Beauharnais, et par la lecture du mémorial de Sainte-Hélène. Il s'agit avant tout d'une découverte des réalisations politiques et administratives du premier consul et de l'empereur et de ses exploits militaires, même si Hortense insiste plus que de raison sur ses préoccupations sociales et sur son action économique, ce qui éveille le garçon à l'articulation entre le politique et le social. Cependant, c'est surtout parce que Napoléon III, le futur Napoléon III, accède à l'âge d'homme au moment où la France s'industrialise, où naît la question sociale et où émergent les socialismes, qu'il développe précocement un penchant pour l'économie. Narcisse Vieillard, ancien précepteur de son frère, avec lequel il se lie d'amitié, l'initie à la pensée et au texte de Saint-Simon et de ses disciples. Louis-Napoléon découvre par lui-même tous les grands penseurs économiques du temps, des libéraux Adam Smith et Jean-Baptiste Say, aux socialistes Robert Owen et Louis Blanc. Au cours de ses séjours en Grande-Bretagne, en 1832-1833 d'une part, en 1838-1840 de l'autre, il voyage dans les régions industrielles. Il y visite des manufactures et des quartiers populaires. Il est la seule personnalité de l'élite continentale en devenir à agir ainsi. Aux États-Unis, où il séjourne entre-temps pendant quelques mois, il s'intéresse à l'urbanisme et au dynamisme des cités de la côte Est. À la prison de Ham, où il est enfermé à la suite de sa tentative de coup d'État contre Louis-Philippe, tentative avortée en 1840, il continue de suivre le mouvement des idées économiques et sociales. Il y fait aussi, vous le savez peut-être, des expériences, en particulier sur la force motrice, la galvanoplastie ou la pile électrique, dans un laboratoire qu'il s'est fait aménager, ce qui traduit son goût pour la science, mais aussi sa volonté que ces découvertes reçoivent une application pratique dans le domaine économique. Il rappellera plus tard, on le sait, ce moment de réflexion et d'approfondissement, son université de Ham. Ses nombreux écrits des années 1830 et 1840 confirment cet intérêt. La plupart de ses brochures et articles abordent ainsi les sujets économiques, en particulier des idées napoléoniennes, publiées en 1839, analyse de la question des sucres, dont je vais tirer, vous allez le voir tout à l'heure, beaucoup de citations, 1842, l'extinction du paupérisme, 1844, dont il sera fait état tout à l'heure à ma suite, et le canal du Nicaragua, 1846. Louis-Napoléon fait aussi de l'économie un thème central de sa campagne présidentielle en novembre 1848. Il est le seul des 5 candidats en lice dans ce cas.
Puis, une fois élu, il y revient dans son discours d'investiture du 20 décembre 1848, mais également dans ses principales prises de position et paroles en tant que président de la République durant les années suivantes, alors même que la Constitution ne lui accorde aucune prérogative en la matière, que le gouvernement qu'il a nommé au lendemain de son élection ne tient absolument pas compte de ses idées et que la majorité législative sortie des urnes au printemps 1849 n'en fait pas plus qu'un. Alors, deuxième point de ma première partie, la pensée économique, maintenant, quelle est-elle, qui se dégage de ses écrits et de ses discours. C'est une pensée que je dirais à la fois construite, cohérente, pragmatique. Louis-Napoléon estime que l'économie n'est jamais une fin en soi et vient toujours après le politique et même le social, et s'articule étroitement avec lui. Elle est l'instrument qui permet le progrès dans la société. Il est convaincu que l'essor de l'agriculture, de l'industrie, du commerce d'un pays est le meilleur moyen d'assurer le bien-être de ses populations. Et pour y parvenir, le système qu'il envisage va mêler, vous allez le voir, le libéralisme et le socialisme. Dans son système, l'État doit jouer un rôle d'impulsion, de régulation et de contrôle de l'économie. Je le cite, « Le grand art du gouvernement est de consulter toutes les capacités en leur marquant le but et la route qu'il faut suivre, car sans cela, on a beaucoup de bruit sans effet, beaucoup de travail sans résultat. » Mais il considère que l'État ne doit pas être omnipotent et défend l'initiative individuelle et la propriété privée. Le plus grand danger peut-être des temps modernes, dit-il dans un discours de 1849, vient de cette fausse opinion qu'un gouvernement peut tout et qu'il est de l'essence même d'un système quelconque de répondre à toutes les exigences et de remédier à tous les maux. Il faut éviter cette tendance funeste qui entraîne l'État à exécuter lui-même ce que les particuliers peuvent faire aussi bien et mieux que lui. La centralisation des intérêts et des entreprises est dans la nature du despotisme. La nature de la République repousse le monopole. Alors ce gouvernement, pour être plus efficace possible, doit être exercé par ce qu'on appelle à l'époque des hommes spéciaux, des spécialistes en fait. Ainsi, dans les secteurs spécifiquement économiques, on aura un banquier aux finances, dit-il, un négociant au commerce, un homme d'affaires aux travaux publics. Pour faire advenir la croissance qui amènera le progrès, Louis-Napoléon, comme les Saint-Simoniens, est un productiviste. Il croit fermement dans une économie de la production et dans le développement des grandes entreprises et des grands projets. Je le cite, « Créer le plus d'activités possible, employer tous les bras oisifs, tel doit être le premier soin d'un gouvernement. » Il s'agit de rattraper le retard accumulé sur la Grande-Bretagne qu'il admire, qui doit, dans une certaine mesure, servir de modèle à la France, mais qui est aussi, il faut le dire, une rivale qui doit être concurrencée, et dans l'esprit de Louis-Napoléon, à terme dépassée. Et pour cette raison, eh bien, il assigne au développement du crédit industriel et des infrastructures un rôle clé. Le réseau ferré, qui symbolise la modernité, mais qui est encore très embryonnaire lorsqu'il devient président de la République, est prioritaire. Il lui apparaît très tôt comme le vecteur le plus rapidement efficace pour unifier le marché national et contribuer à son élargissement, le gage d'une croissance continue, de progrès social et, dit-il, de gros profits pour les investisseurs. Ce passionné d'urbanisme et d'architecture fait aussi de la modernisation des villes une priorité, avec ici 3 influences très nettes. Son oncle Napoléon, qui ambitionnait de faire de Paris la Rome du monde moderne, ses lectures saint-simoniennes et ses séjours à Londres et dans les grandes villes du nord-est états-unien. Selon lui, il est important que l'industrie demeure libre, mais elle ne peut naturellement tout se permettre. L'État doit s'assurer qu'elle ne devient pas oppressive. Elle a en effet, je cite Louis-Napoléon, « l'inconvénient, cette industrie, de créer une population malingre, qui a tous les défauts physiques provenant d'un travail malsain dans des lieux privés d'air et les défauts moraux résultant de la misère et de l'agglomération sur un petit espace. » Et il poursuit, « Véritable Saturne du travail, l'industrie dévore ses enfants et ne vit que de leur mort. » Il parle d'oppression des ouvriers par les propriétaires de l'outil de travail, dans des termes qui ne sont pas sans rappeler les socialistes du temps, et même qui annoncent d'une certaine façon Karl Marx. L'industrie n'a besoin ni de jour ni d'espace. Dans un carré de quelques mètres de côté, au-dessus comme au-dessous du sol, le fabricant a tout un peuple de vassaux. Il définit encore ailleurs les ouvriers comme, je cite, un peuple d'ilotes au milieu d'un peuple de sybarites. Et il entend pour sa part que les rémunérations soient fixées, je le cite,
par un juste équilibre entre les besoins de ceux qui travaillent et les nécessités de ceux qui font travailler. Cette juste rémunération doit d'ailleurs permettre d'initier un cercle vertueux. Nouvelle citation, le travail qui crée l'aisance et l'aisance qui consomme, voilà les vraies bases de la prospérité d'un pays. La classe ouvrière doit pouvoir bénéficier de caisses d'épargne, de caisses de secours mutuels et de caisses de retraite. Il faut aussi lui donner des perspectives d'élévation par l'éducation, l'association et l'espoir de l'accession à la propriété. L'objectif n'est pas, dit Louis-Napoléon Bonaparte, de ruiner les riches au profit du pauvre, mais, souligne-t-il, de fonder le bien-être de chacun sur la prospérité de tous. L'impôt est nécessaire, je le cite, le prélèvement de l'impôt peut se comparer à l'action du soleil qui absorbe les vapeurs de la terre pour les répartir ensuite à l'état de pluie sur tous les lieux qui ont besoin d'eau pour être fécondés et pour produire. Et il file ensuite la métaphore, c'est presque toujours au bout de l'année la même quantité d'eau qui a été prise et rendue, la répartition seule fait donc la différence. Équitable et régulière, elle crée l'abondance, prodigue et partielle, elle amène la disette. Les riches doivent comprendre la nécessité de diminuer la misère, y compris en recourant à la dépense publique, car la paix sociale, dit-il, est à ce prix. Je le cite, « La pauvreté ne sera plus séditieuse lorsque l'opulence ne sera plus oppressive ». Au passage, il développe une vraie théorie de l'investissement social producteur de richesse. L'impôt paie les dépenses de fondation des colonies agricoles, c'est l'extinction du paupérisme ici que je cite, bien évidemment, qui, ces colonies agricoles, sont le moyen de limiter le chômage dans les périodes de crise et d'éteindre le paupérisme. Ces colonies, qui ne se limiteront pas au territoire national, doivent permettre aux indigents et aux chômeurs de défricher les terres incultes et de se relever. Après avoir retrouvé goût à la vie et dignité, être sortis de la misère, les ouvriers consommeront et relanceront l'industrie par leurs achats. Les colonies qui auront été un déversoir pour le trop-plein de main-d'œuvre des villes deviendront alors leur réservoir. Cependant, Louis-Napoléon se démarque, il faut le dire, du socialisme pur, en particulier lorsqu'il devient président de la République. Il faut dire qu'alors la montagne, 1849-1850, progresse dans les élections et que ce que l'on appelle alors le péril rouge, suivez mon regard, inquiète les élites conservatrices, mais aussi les paysans dont il a le soutien. Je le cite, c'est bien connu, « Il faut que les bons se rassurent et que les méchants tremblent ». Il dénonce dans le socialisme des théories inapplicables aux avantages imaginaires, de vaines abstractions, des idées pernicieuses qui engendrent la misère. La lutte est même engagée, précise-t-il, entre les utopies et les réformes utiles. En outre, il ne s'agit pas d'augmenter les impôts, mais de mieux les employer en réduisant l'hypertrophie de certaines administrations. Il faut même, dit-il, restreindre dans de justes limites le nombre des emplois qui dépendent du pouvoir et qui, souvent, font d'un peuple libre un peuple de solliciteurs. Et il faut, ajoute-t-il, admettre toutes les économies qui, sans désorganiser les services publics, permettent la diminution des impôts les plus onéreux au peuple. Enfin, Louis-Napoléon se prononce pour l'impôt sur la consommation et pas pour celui sur la production. Il dénonce la démagogie de ceux qui souhaitent le contraire et utilise, il était adepte des métaphores, une nouvelle métaphore naturelle pour expliquer son point de vue. Je le cite, « La richesse d'un pays est comme un fleuve. Si l'on prend ses eaux à sa source, on le tarit. Si on les prend au contraire lorsque le fleuve a grandi, on peut en détourner une large masse sans en altérer le cours. » Pour Louis-Napoléon, la compétition économique, la compétition pacifique des chercheurs, des entrepreneurs, des travailleurs, des techniques, des produits, des échanges, est aussi un bienfait et doit se substituer à celle des armes. Aujourd'hui, affirme-t-il, c'est par le perfectionnement de l'industrie, par les conquêtes du commerce, qu'il faut lutter avec le monde entier et plus par les armes. Il a très tôt l'idée d'abaisser les barrières douanières entre les pays et même l'idée d'une alliance commerciale, ça a été dit tout à l'heure, entre les pays latins partageant une culture commune. Vecteur de rapprochement des peuples, la libéralisation commerciale est aussi dans son esprit le moyen d'accroître par la concurrence la qualité des produits, d'en abaisser le coût et le prix. Il est un ardent défenseur d'un commerce à l'échelle du monde et se fait le promoteur d'un canal interocéanique à travers le Nicaragua, dans un ouvrage publié à Londres en 1846.
Cependant, la division du travail induite par la libéralisation totale des échanges lui apparaît dangereuse et Louis-Napoléon s'oppose, je le cite, aux apôtres de la liberté illimitée du commerce qui ont admis comme principe cet axiome: à chaque pays son produit naturel. Ainsi, la production agricole et industrielle doit se réaliser en France, pour assurer la souveraineté et l'indépendance nationale qui seraient en grave péril dans le cas contraire. Je le cite, « Une nation est coupable de remettre à la merci des autres son approvisionnement des denrées de première nécessité. Pouvoir d'un jour à l'autre être privé de pain, de sucre, de fer, c'est livrer sa destinée aux décrets étrangers. C'est une sorte de suicide anticipé. » Très intéressant dans notre temps. Je définirais donc la pensée économique de Louis-Napoléon comme un saint-simonisme à forte coloration sociale et patriotique. Il nous faut désormais voir si la mise en œuvre, après le coup d'État du 2 décembre 1851, puis sous le Second Empire, une fois qu'il en a eu les moyens. Je serai, je vous rassure, plus bref dans ce deuxième temps, qui est celui de la pensée en action. Après son coup d'État du 2 décembre, le président trouve une capacité d'agir qu'il n'avait pas auparavant, et ce d'autant plus que le retournement de conjoncture économique, perceptible depuis quelques mois, se confirme. Pendant la période dite de la dictature légale de 4 mois qui suit son coup d'État, il concrétise d'abord par une série très impressionnante de décrets des projets qui n'avaient pu sortir de ces cartons jusque-là. C'est ce que l'on appelle l'économie politique du 2 décembre, qui se met alors en place. Beaucoup de mesures de son projet économique et social sont adoptées alors, pour ne citer que les principales: l'extension et la fusion de compagnies de chemin de fer, la création du crédit foncier, le lancement des premiers grands travaux dans la capitale et une série de mesures sociales. Certes, il doit ensuite composer avec le contrôle et les critiques du Conseil d'État et du corps législatif, institué par la Constitution du 14 janvier 1852, mais celle-ci, qui est son œuvre, comme celle de l'an 8 était l'œuvre de son oncle Napoléon, eh bien, elle est d'ailleurs inspirée de l'œuvre de Napoléon, canalise le Conseil d'État et le corps législatif. De sa volonté même, le corps législatif comprend beaucoup de propriétaires agriculteurs, d'industriels, de négociants et d'hommes d'affaires, à commencer par son demi-frère, le comte puis duc de Morny, et Eugène Schneider, le patron du Creusot, qui vont présider l'un et l'autre à la suite cette assemblée qu'est le corps législatif. Cette assemblée s'occupe des intérêts économiques et plus des intérêts politiques, comme le dit le chef de l'État lui-même en mettant un terme à sa première session, le 28 juin 1852, je le cite, « Vous êtes occupé jusque-là des grands intérêts du pays, comprenant que le temps des discours passionnés et stériles était passé, que celui des affaires était enfin venu. » Louis-Napoléon doit simplement différer la mise en œuvre de son programme social auquel les notables conservateurs, nombreux dans les assemblées, sont hostiles, pour lui substituer des mesures paternalistes et charitables moins ambitieuses. En revanche, et nous allons beaucoup, je pense, durant ces 2 jours l'évoquer, le Senatus Consulte du 20 décembre 1852, qui suit de près le rétablissement de l'Empire, lui accorde la faculté de modifier les tarifs douaniers et d'engager des grands travaux, malgré l'avis des budgétaires, ces députés de la majorité, soucieux de l'équilibre des comptes publics. Entouré de saint-simoniens comme Michel Chevalier, le frère d'Auguste, qui a été le secrétaire général pendant quasiment toute sa présidence, et d'autres personnalités, il entend bien appliquer son programme et crée en juin 1853 un ministère de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, ancêtre de notre ministère de l'Économie. Ce ministère est confié à Magne, auquel succède Rouher en février 1855. Très impliqué lui-même et attaché aux réalisations concrètes, Napoléon III aide les savants sur sa cassette, suit personnellement les grands chantiers urbains et les projets qui lui tiennent le plus à cœur, et pratique la pédagogie de l'exemple, en particulier sur ces domaines agricoles. En application de la théorie des dépenses productives, dont il n'est pas l'auteur, mais qu'il approuve, les investissements dans l'aménagement du territoire et dans les infrastructures de transport et les infrastructures urbaines sont massifs. Ainsi, la plupart des grandes villes deviennent de vastes chantiers et se modernisent sous son influence, et en particulier Paris, qui est l'objet d'un soin tout particulier.
Le mouvement est rendu possible par une révolution du crédit qui passe par une démocratisation pour rendre l'argent bon marché et drainer les capitaux vers l'économie. Le crédit immobilier des frères Pereire, dont nous avons parlé tout à l'heure, est autorisé dès novembre 1852. Mais, Napoléon III, fidèle à ses écrits, refuse tout monopole, ce qui amène la création de banques concurrentes, dont le CIC, en 1858, et il n'hésite pas à dénoncer l'agiotage, l'affairisme, la spéculation boursière excessive. En 1856, il fait insérer une note à ce sujet dans le Moniteur universel, puis 3 mois plus tard, il fait publier dans le même journal la lettre qu'il vient d'envoyer à Ponsard pour sa nouvelle pièce, La Bourse. Je cite, « J'ai été vraiment heureux de vous entendre flétrir de toute l'autorité de votre talent et combattre par l'inspiration des sentiments les plus nobles le funeste entraînement du jeu. » Dans le domaine des chemins de fer, Napoléon III continue d'encourager les fusions pour constituer des réseaux solides et qui ne se livrent pas à une concurrence sauvage, mais là encore, il refuse personnellement le monopole. Il entend pouvoir imposer à ces réseaux la baisse des tarifs dans l'intérêt des voyageurs, mais aussi la construction de lignes secondaires peu rentables, comme il s'en ouvre dans sa correspondance à Rouher, que je mettrai dans la communication écrite, dans la version écrite. Toutes choses égales par ailleurs, la même politique très saint-simonienne de la grande entreprise non monopolistique est appliquée dans le secteur de l'énergie, dans le transport maritime ou encore dans l'encouragement aux grands magasins. À l'échelle internationale, Napoléon III décide d'organiser à Paris les expositions universelles de 1855 et de 1867 pour montrer que la France est capable de rivaliser avec la Grande-Bretagne, et il soutient l'initiative de Ferdinand de Lesseps de percement de l'isthme de Suez, qui rappelle ses propres idées de Ham, et il sauve même, vous le savez peut-être, le projet à 3 reprises. Il tient également sa promesse plusieurs fois formulée, en particulier lors de la campagne présidentielle de 1848, de maintenir les effectifs des employés de l'État dans les limites du raisonnable. À l'inverse, ces renoncements sont peu nombreux, mais quelques-uns sont cependant frappants, comme l'abandon des colonies agricoles, qui constituaient la principale originalité de son extinction du paupérisme, ou comme le remplacement des impôts sur la consommation, qui affectent, vous le savez, proportionnellement plus les couches populaires, par des impôts sur le revenu et la rente foncière. Ces renoncements s'expliquent parce qu'il a été convaincu par son entourage du caractère irréaliste de ses projets, ou tout simplement par leur inopportunité. Ils traduisent le pragmatisme de Napoléon III, qui, vous le voyez, est tout sauf un idéologue. Ce pragmatisme se retrouve aussi dans les inflexions qui s'opèrent dans les années 1860. Ça sera le dernier point de ma présentation. Si Napoléon III était très attaché, comme nous l'avons vu, à une libéralisation des échanges, il craignait aussi d'aller trop loin et de mettre en péril les secteurs économiques mal préparés. Après avoir commencé par libéraliser les échanges du fer et du charbon en 1853, puis avoir préféré reculer sur le textile devant l'opposition des manufacturiers très nombreux au corps législatif 2 ans plus tard, il se résout, vous le savez sans doute, à franchir le pas décisif en janvier 1860, à la suite de ses conversations avec Michel Chevalier et Richard Cobden. Il faut dire que, comme il y était montré par ailleurs, des considérations autres qu'économiques entrent ici en ligne de compte. L'intérêt de Napoléon III pour un monde interconnecté qui échange pacifiquement se traduit également par la suite, nous l'avons dit tout à l'heure, dans la création sous son égide de l'Union monétaire latine, mais aussi de l'Union télégraphique internationale. Sa lettre du 5 janvier 1860, qui annonce à mots couverts le traité libéralisant les échanges entre la France et la Grande-Bretagne du 23, que ses ennemis présenteront comme un coup d'État douanier, évoque aussi une relance du programme saint-simonien. Il s'agit de donner un nouvel élan aux grands travaux et en particulier au réseau de transport, chemins de fer, routes, canaux, ports. L'Algérie, pacifiée depuis quelques mois par le maréchal Randon, est alors devenu, dans le cadre du tout nouveau ministère de l'Algérie et des colonies, un terrain privilégié pour les grandes entreprises et les grands équipements, même si Napoléon III se montre soucieux de préserver en Algérie les intérêts des Arabes, en particulier après ses 2 voyages sur place. Plus largement, les réalisations en matière d'infrastructures sont importantes dans les années 1860, comme on le verra dans la suite de ce colloque, même si l'arrivée du banquier Fould aux finances en novembre 1861
bel exemple de ces hommes spéciaux qui entrent au gouvernement, amène Napoléon III à renoncer à sa faculté d'ouvrir des crédits en la matière en raison de la rigueur budgétaire. Et puis la récession générale de 1867 et la mise en place de l'Empire libéral feront revenir, je dirais, le Parlement dans la course. Dans sa lettre au programme du 5 janvier 1860, Napoléon III annonce également, très intéressant pour notre époque, un choc de simplification en faveur du monde de l'entreprise. Il fait une nouvelle déclaration en ce sens en 1865. « Je m'efforce tous les ans de diminuer les entraves qui s'opposent depuis si longtemps à la libre expansion de l'initiative individuelle. Nous sommes alors à équidistance de la loi de mai 63 qui autorise les SARL sans autorisation, mais pour un capital qui ne doit pas excéder 20 millions de francs, et la loi de juillet 67 qui libère totalement les sociétés anonymes. » Alors, je n'ai pas le temps, mais bien évidemment, dans les années 1860, vous savez qu'il va relancer son programme social et adopter tout un train de mesures très importantes en la matière, qui s'explique par le fait que les ouvriers ont tendance à se tourner désormais vers les républicains et même vers les socialistes. Il y a la naissance de la Troisième Internationale. Mais vous voyez qu'il n'avait pas renoncé en fait à ces mesures sociales et il va y revenir dans les années 1860. Alors, mesdames et messieurs, quelques mots très brefs de conclusion. Vraiment très bref. En arrivant au pouvoir, Louis-Napoléon dispose donc d'un vrai projet, je crois vous l'avoir montré, vrai projet économique, mûri et cohérent, auquel il accorde une place considérable, car l'essor de l'économie est déterminant à ses yeux pour faire advenir à la fois le progrès social et la grandeur nationale. Le moyen retenu, c'est un saint-simonisme, et un saint-simonisme fortement réinterprété, où le pilotage politique, l'humanisme, le patriotisme et le pragmatisme sont capitaux. De fait, Louis-Napoléon III n'est pas un idéologue, mais un pragmatique, comme il le prouve une fois qu'il est aux affaires. S'il ne se départit pas de quelques idées fortes, il adapte son action au contexte et aux contingences. Et je conclurai en disant qu'en dépit de quelques échecs indéniables, son règne fait entrer la France dans la modernité, comme notre colloque devrait le montrer. En dernière analyse, on peut se demander si cette réussite ne provient pas du fait que cet homme d'État a su inclure l'économie dans une pensée globale, ancrée dans l'histoire et projetée vers l'avenir. Je vous remercie. Merci.